Sad, Craving the Chaos, chapitre 1. Dark Romance de Nad Arslan. Attention, ce roman est interdit aux moins de 18 ans. Prologue. Sad. Playlist Creamy River de Tommy Profit et Nicole Serrano. Un jour, quelque part, en 2022. Vous savez ce qui me différencie des hommes ? Ils chassent pour survivre quand je tue pour le plaisir. Il semblerait aussi que les gènes de ma mère aient érigé mon charisme. Pourtant, la différence des Névines, je n'existe pas par amour. Je baise comme je vis, avec fureur et démesure. Pour ce qui est des Circés, épargnez-moi cette comparaison. Contrairement à eux, quand je reste silencieuse, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. À la différence des vampires, je ne cherche à apaiser aucune inquiétude. Tout ce qui me fait peur n'est pas mis sur le dos de la démence, puisque je suis un fou, par définition. On m'a longtemps confondu avec cette dernière espèce, longtemps rendue à d'autres, particulièrement depuis ma victoire contre celui qui assassinait ma génitrice, Slave, sans compter la chute du roi, et avec lui son cardinal. Des hypothèses ont émergé de toutes parts, des siècles durant. Les scientifiques ont levé des fonds pour financer leurs recherches sur ma genèse. Pour ma part, j'étais occupée à conquérir le monde, occupée à hisser mon escouade et à honorer la promesse que je lui ai faite. Je m'étais saisi en ce temps des reines indomptées et des fugitifs affamés. L'objectif était d'assurer leur protection, simplement. Mais désormais, l'ordre du soulèvement et de l'insurrection n'avait plus de frontières. Paris ne suffisait plus. J'ai bâti un empire. Je leur ai offert une nation. Un pays reconnu par tous et que j'ai baptisé Agartha. C'est la confiance qui rend possible le développement de la socialité et le fonctionnement de la démocratie. Pour l'heure, faites preuve de patience. Dans ces mémoires, vous en saurez davantage. Nous sommes tous venus au monde dans la douleur et le sang. J'aime à dire que je suis le seul y avoir pris goût. Le seul de nos 3 espèces à avoir décidé de le partager avec mon frère jumeau. Le seul à avoir épargné, à avoir déjoué la loi d'un fratricide inévitable. Il semblerait que j'étais destiné à naître pour défier, vaincre et tuer. Je préfère croire que j'étais fait pour dominer, détrôner et régner. Je me nourrissais exclusivement de pouvoir, tant souverain que sexuel. C'est ce qui me faisait me sentir vivant. Mais c'était avant de la rencontrer, elle. Des siècles plus tard, il y a quelques mois à peine. Depuis, c'était comme si tout ce que j'avais construit se fissurait. Comme si désormais l'être suprême et invincible que j'étais possédait une faiblesse, et cette vulnérabilité ne tarderait pas à être démasquée. Bientôt mes ennemis se délecteront de pouvoir destituer celui qui, 4 siècles auparavant, leur avait dérobé toute suprématie. Plus elle leur résiste, plus leur fascination pour sa chair s'accroît. Ils aspirent à la dominer quand je vise à la posséder. Je ne peux nous censurer, eux comme moi. Chacune de ces oppositions me rapproche de mes instincts et je me sais capable de la dompter par la force. J'ai toujours cru que tout pouvait se contrôler et je n'ai jamais su composer avec l'opposition. Cette femelle pourrait suffire à ma perte en un claquement de doigts. Ma vie lui appartient et elle semble encore l'ignorer. Je pourrais tout anéantir, tout ce que j'ai bâti, juste pour elle. Je pourrais faire tomber des royaumes si elle me le demandait. Quand ce regard se pose sur moi, ce n'est pas seulement des yeux qu'elle me consume, c'est de son âme tout entière. Quand elle est là, tout s'effondre. Je n'ai plus d'armes, plus de défense, seulement ce désir, plus vorace que n'importe quelle conquête. Que suis-je censé faire avec ça ? Me laisser sombrer ? Sacrifier mon empire pour une femme qui, peut-être, ne me verra jamais différemment que comme le monstre que je suis, en raison de sa seule capacité à incarner tout ce que je ne suis pas. Fragile, douce et sensible. Après l'échec de la vie, la mort et la folie, il semblerait que l'amour veuille m'entraîner dans les profondeurs abyssales de la damnation. Cette juge est cruelle et irrévocable. Ma punition porte un nom, Erevan. Elle voit le monde autrement, d'une manière que je ne comprendrai jamais. Peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être pourrais-je lui montrer que l'amour aussi peut être une forme de pouvoir. J'ai façonné des empires, brisé des hommes, pourquoi ne pas la rendre mienne, totalement ? C'est elle que je veux, plus que tout autre, et je serai prêt à tout pour l'obtenir. Elle m'a mis hors jeu, et je pense que la partie est finie. Cependant,
Elle sera terminée quand j'aurai gagné, qu'elle sera mienne. Vous en serez les témoins, comme toujours, depuis les premiers chapitres de mon histoire. Chapitre 1. Erevan. Whatever the eyes see, the earth won't forget. Proverbe arménien. Pain's my only home, Zevia. En playlist. Arménie, 24 avril 1915. Il n'existe pas pire enfer que celui de la beauté absolue. Elle inspire nos chimères, prêtes à nous voir capituler. Elle nous consume et nous ne pouvons pas lutter, la laissant nous dévorer jusqu'à ce qu'un jour elle nous épuise. Elle engloutit notre éternité et nous embrase avec elle. Elle nous rend différentes de ces autres femmes dont l'humanité est innée, nous leur ressemblant, en apparence uniquement, avec la particularité que notre charme est un appât imparable et qu'aucun homme ne peut y résister. Elle est une arme, paraît-il. Un seul moment de plaisir charnel, fragile et jubilatoire, et elle prendrait un air plus suprême, figé à travers le temps. À cette époque, justement, elle ne m'apportait qu'ennui et lassitude. Elle narguait la simplicité sensuelle et naturelle de mon innocence. C'est ce à quoi j'étais vouée. Et quelle ironie du sort! Un jour viendra, je n'aurai pour unique preuve de ma beauté insaisissable que ces vulgaires lignes manuscrites et le souvenir haïssable de cette parfaite élégance. Cela fait désormais 18 ans que je me laisse prendre à ce jeu, m'empêchant de confronter une réalité que je ne saurais un jour être libre de vivre. Celle dont toutes les nivines comme moi ne rêvaient pas de subir. Ce n'était que la jouissance lascive qui rendait leur éternelle beauté vulnérable, et les plus fortes d'entre nous étaient à l'image de notre espèce. Nos pulsions animales nous mettaient à l'épreuve de nos atouts, incontournables, et nos désirs sauvages assouvis nous faisaient perdre ces facultés. Le cercle infernal de notre lignée était ainsi fait. Dès lors, devenus femmes immortelles, nous serions à même de porter une descendance immortelle au charme inégalable. La boucle était ainsi bouclée, et la survie de notre espèce assurée. À l'heure où j'écris ces mémoires, il était très rare de faire la rencontre d'une divine restée pure. Notre nombre s'amoindrissait. Il se disait que l'évolution de nos sociétés occidentales nous contraignait à fuir notre respectable virginité. Certaines d'entre nous sacrifiaient la leur par instinct de séduction, aveuglées par l'amour et l'union d'âmes sœurs, d'autres pour le plaisir unique que procure le goût sexuel d'une chasteté constumée. Erevan, un timbre familier m'entraîna doucement et inéluctablement hors de ma pensée. Je relevai la tête, croisant le sourire hypnotique et sécurisant de ma mère. « Tu ne manges pas ?» m'interrogea-t-elle dans un arménien complet. « Laisse-la, India, répondit une voix sage et quelque peu soucieuse. Cette soirée est pour elle, ajouta mon père de ses yeux naturellement brillants, alors que j'entamais déjà mon assiette. Son plat va refroidir et nous ne pouvons pas rester bien longtemps dans les rues de la ville, Yvonne. Le contexte politique ne nous permettait pas, Arméniens de Constantinople, d'errer paisiblement dans les rues de la capitale. Mon père, Levon Arslanian, était un diplomate de renom, le meilleur homme d'influence selon moi. Doté d'une parfaite virtuosité en matière d'adaptation, il était le plus grand négociateur de la ville, sollicité à de maintes reprises par Talat Pacha, ministre de l'Intérieur de notre gouvernement actuel. Gouvernement qui, je le comprendrai par la suite, avait un plan d'extermination massif envers ses citoyens passionnés. Quoi qu'il en soit, les jeunes Turcs, partis politiques nationalistes, réformistes et révolutionnaires, avaient toujours su mettre en avant son humilité notable. Je l'aimais tant pour son empathie, excessive, que pour sa capacité à maîtriser un sang-froid admirable. Il était profondément humain, et je l'enviais pour ça. Ma mère, India, quant à elle, était une nivine dont la lignée m'était inconnue en ce temps. Elle ne parlait pas de son histoire. Tout ce que nous savions était qu'elle s'était exilée jusqu'en Géorgie et qu'elle avait été recueillie par un clan de son espèce avant de s'enfuir pour rejoindre le Karabakh, état de l'Est de l'Arménie actuelle au début du XIXe siècle. Elle rencontra ensuite mon père en 1896. Ils se marièrent quelques années plus tard. Avant lui, elle avait cédé son immortalité, mais demeurait la seule nivine sur terre que je connaisse à rester immortelle malgré tout. J'étais née le 24 avril 1897, en Russie. Mes parents avaient fui les tueries faites par l'Empire ottoman à l'égard du peuple arménien. Jamais elle n'avait souhaité évoquer son passé du temps où elle était une véritable nivine, c'est-à-dire prisonnière des sorciers, à Paris et aux côtés de sa sœur Europe. Je n'avais pas d'héritage concernant l'origine de ma dynastie maternelle. Or, il aurait été plus judicieux de comprendre d'où je venais en ce temps. Peut-être aurais-je été plus à même d'appréhender certains tournants que prendrait le cours des événements.
Alors, Erevan, le choix du restaurant te plaît-il » me questionna mon père de cet air si familièrement mélodieux. Je lançai naturellement en direction de mes parents. « Merci, c'est un beau cadeau que vous me faites. » Qui aurait pu croire que ces mots seraient ceux qui achèveraient l'histoire unique d'une famille emplie d'une passion indicible. Ils n'auraient pas été les derniers désignés si l'on m'avait donné ce choix. Si on m'avait laissé le temps de penser qu'au-delà de l'immortalité, l'éternité n'était pas offerte à tous, même aux plus honorables, aurait-il été différent vraiment ? La véritable question était-elle réellement celle-ci ? Non, bien évidemment. Aurais-je voulu savoir d'avance ce qui allait se passer ? L'éternité se donnait à moi pour me rappeler insensiblement et incessablement la réponse. Car ce qui suivait, croyez-moi, la mémoire nationale, elle, désagrégera jusqu'à sa célébration. Je lui souris en retour. Ma réponse, il la connaissait quoi qu'il en soit. C'était de loin le meilleur restaurant de la capitale, prochaine Istanbul. Il le savait et leur choix n'était pas au hasard. Il était réservé à l'élite et nous pouvions y manger en toute quiétude. Les lieux offraient un décor des plus simples et rustres. Seul un nouvel appareil radiophonique disposé près de notre table et par là même de l'entrée se distinguait du reste des ameublements. Mais nous étions accueillis honorablement et nous pouvions nous y sentir chez soi. Hormis les plats arméniens que nous renvoyaient aux délices des mémoires de la grâce matriarcale, ils renfermaient le souvenir débordant d'aventures passées d'une famille aux liens accomplis par une allégresse sans faille. Tandis que je souriais tour à mes parents, une voix humaine transmettait en turc quelques informations qui n'avaient pour moi aucun sens probant. Et restez vigilants, il semblerait que les frères Joyce soient encore à leur jour insaisissables. Nous vous demandons de ne pas vous adresser aux inconnus. Un couvre-feu est dorénavant signé et imposé au peuple turc. Un nombre incalculable de corps inanimés ont été identifiés ce matin à la périphérie de la capitale. Pour l'heure, tous arméniens bientôt. Notre tour arrivera. Ça, des nages sont en restaurant une menace. Ne croyez pas en leur endoctrinement. Je ne relevais pas le sourire en coin que ma mère esquissa. Je n'avais pas suivi leur conversation. J'en déduisis que mon père en était l'auteur. « Qui sont ces hommes dont tout le monde parle, Levon ?» feignit ma mère tandis qu'un jeune homme nous débarrassait de nos assiettes. Ni mon père ni moi ne remarquions qu'elle nous faisait croire qu'elle ne les connaissait pas. « Les frères Joyce ?»« Oui. Il existe diverses histoires à leur propos, développa-t-il d'un air sombre. Elle me jeta brièvement un coup d'œil, alors que je fixais mon père des yeux, lui communiquant ma curiosité soudaine, quémandant silencieusement qu'il nous en dise plus encore. Quoi qu'il en soit, je crois plus en une légende urbaine qui prend tous les jours plus de proportions. Pour moi, ce sont des personnages inventés de toutes pièces qui ne servent que d'échappatoire pour se déresponsabiliser des milliers d'Arméniens assassinés, chuchota-t-il pour que nous soyons les seuls à le percevoir. Quel intérêt aurait-il à nous décimer ? Il nous était insupportable, à ma mère et moi, d'entendre parler de ces événements. La discrimination envers notre peuple était croissante, notre situation ne faisait qu'empirer, et je compris très vite qu'India regrettait sa question. Nous aurions pu imaginer qu'interrompre cette discussion aurait été plus accommodante, mais mon père poursuivait son échange avec elle tandis que déjà je me désintéressais d'un sujet qui ne me concernait que trop peu. Il n'était pas permis, à cette époque et à de jeunes filles, même issues d'un rang respectable, de se rapporter à ces sujets que je croyais politiques. À vrai dire, je m'échappais volontiers d'une thématique qui ne m'inspirait que l'angoisse de la mort de mes confrères. Mes parents échangeaient vaguement leurs opinions sur la question, quand le son strident de la porte d'entrée du restaurant captiva mécaniquement notre attention. Nous contraignons à nous retourner. « Sur ordre du gouvernement », commença par dire l'inconnu, « tout le monde à terre, maintenant !» vociféra-t-il ensuite, m'arrachant un sursaut. Jamais je n'oublierai cette voix, ni même cet ordre que prononçait ce soldat turc sur une foule réceptive face à la menace brutale de son arme pointée sur nous qui appuyait ses propos. Elle les rendait plus intimidants encore. Il gardait un œil sur son viseur, tandis que l'autre se posait sur moi. Je connaissais ce regard, celui porté par un instinct bien déterminé, celui qu'un homme, peu importe la situation, se voyait contraint d'admirer le temps d'une seconde ou plus. Une livide admirait toujours l'attention et la convoitise incontrôlée des hommes, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartenaient. Cependant, ça, en ce temps, je l'ignorais encore. Je détournais à toute allure le regard, les posant sur mes mains, qui se croisaient à hauteur de mon ventre tremblante. Personne n'avait remarqué que je ne lui avais pas obéi, pas même moi. Il reprit alors très vite ses esprits. « Levon Arslanian » interrogea-t-il. Mon père se releva lentement, les bras haussés en guise de soumission. Avec le recul, je compris qu'il savait. Ma mère, quant à elle, avait déjà deviné qu'il n'aurait pas dû.
Elle l'avait perçu dès lors que cet homme et ceux qui le suivaient étaient entrés dans ce restaurant. Elle avait hurlé son nom au même moment où mon père réagissait. Néanmoins, c'était trop tard. Je n'avais pas remarqué qu'elle était d'ores et déjà relevée. Personne ne l'avait constaté. À peine avait-il répondu à l'appel qu'une détonation le poussait lourdement au sol. Je compris qu'on venait de lui tirer dessus. Une balle au thorax, puis deux, puis une troisième à la tête. Des cris accompagnèrent l'exécution. La foule hurla, épouvantée, et moi je restais cependant sans voix, les yeux écarquillés face au corps de mon géniteur qui gisait à mes pieds. Les battements de mon cœur étaient assourdissants. Je revêtis malgré moi, en quelques secondes à peine, le jet de son sang écarlate. Je n'avais même pas remarqué la rapidité avec laquelle ma mère m'avait empoigné le bras, après avoir pris le soin de basculer derrière nous la table à laquelle nous étions assis, ralentissant la marche des vétérans. Le barrage céda très vite, et déjà, elle nous entraînait dans une course folle. Je les vis piétiner vulgairement le corps de mon père avant de me retourner définitivement, abandonnant derrière moi le souvenir amer d'une famille bientôt oubliée. Je me laissai emporter, tirée par la force instinctive qu'une mère était à même de déployer pour sa fille. Je n'entendais plus rien. Seul le silence couvrait les bruits de nos pas, les hurlements des passants, les ordres que nous donnaient les soldats au loin. Je n'avais pas remarqué que nous avions gagné l'extérieur. Je ne parvenais qu'à voir les silhouettes déchaînées qui s'écartaient à mesure que l'on avançait. On nous cédait le passage. Nous continuions de courir, tandis que ma génitrice me secouait, tout en essayant tant bien que mal de garder l'équilibre. Ses lèvres articulaient un son inaudible. Je la suivais, tirée par son bras gauche, l'ouïe assommée par la mémoire instantanée et incessante de mon père, qui capitulait sous l'autorité indigne et lâche de ce soldat. Je fixai ma mère, ébahie par son audace et stupéfaite de ne pas avoir l'ombre d'un chagrin, d'un effroi ou d'une quelconque réaction décente chez elle face à ce qui venait de se passer. On m'a toujours dit que je ressemblais à elle, du moins physiquement, car son courage, je ne parvenais pas à le dompter. J'étais ainsi faite, uniquement à son image. En toute logique, une Yvine ne pouvait s'apparenter qu'à sa génitrice. Nos yeux, tantôt verts, tantôt noisettes, étaient tracés à l'identique. Ils formaient un contour parfait, laissant deviner des cils étoffés et galbés, dont la ligne était dense et sombre. Ils se mariaient divinement avec nos cheveux noirs, dont les larges boucles offraient des ondes célestes. Nos lèvres sauvages et pourpres rebondissaient de candeur. La cambrure de nos silhouettes était certainement ce qui nous rendait plus désirables que nos consoeurs humaines. Nous représentions l'archétype de la beauté intemporelle et irrésistible, dont les cambrures exemplaires étaient proportionnellement réparties. Ce qui nous différenciait, elle de moi, c'était nos caractères. Elle avait un sang-froid que je n'avais pas. Elle était téméraire, déterminée et intrépide face à n'importe laquelle des situations. La preuve en était à cet instant. Quant à moi, j'étais spectatrice d'une scène théâtrale dans laquelle on m'imposait de jouer un rôle que je découvrais au moment même de l'interpréter. Je ne souhaitais qu'une chose pourtant à cet instant, précis, m'échapper de ce cauchemar. « Erevan, sauve-toi maintenant !» m'ordonna ma mère, ralentissant de plus en plus sa course et m'arrachant à cet état de sidération. « Quoi ?» Je la scrutais ébahie. « Non, non, je ne peux pas partir sans toi !» Elle s'était figée définitivement, cette voix. « Il faut continuer, chuchotai-je péniblement, plus essoufflée que jamais, tirant désespérément son bras. Ne fais confiance à personne, s'il te plaît, ajouta-t-elle sourde à mes plaintes. Maman, ne parle pas comme si j'allais te perdre, par pitié, arrête ça, l'implorai-je d'une voix éraillée, sans parvenir à retenir mes larmes. Promets-moi de ne faire confiance qu'aux Joyce, insista-t-elle. Mais de quoi tu parles? Je ne sais même pas qui ils sont, poursuivis-je, sourcils froncés, tandis que la peur laissait place à une colère grandissante. « Promets-moi, Ereven, répéta-t-elle en me saisissant le bras. « Maman, on vient de... » répondis-je en marquant une pause tant prononcer ces mots était douloureux et irréel pour moi. « On vient de perdre papa. Arrête de me parler de ces gens, suffoquai-je, le regard troublé par les larmes et la peine. Erevan, me secoua-t-elle subitement moins affligée, ses yeux plantés dans les miens m'obligeant à les baisser. Je capitulai sous son autorité. « Écoute-moi, » ajouta-t-elle plus calmement. « Il faut que tu te ressaisisses. Nous n'avons plus le temps de pleurer ce qui arrive. Ni le choix, reprit-elle, cherchant désespérément les mots les plus adéquats. Tout ce qu'il se passe n'est pas un hasard. » Elle parlait comme si elle s'était préparée à l'éventualité de perdre celui qu'elle avait de plus cher, comme si elle savait aussi qu'elle s'apprêtait à mourir. Un frisson parcourut mon corps. Je fronçai les sourcils, tant la tournure que prenait ce 18e anniversaire était presque rocambolesque. Je ne parvenais pourtant pas à comprendre ce qu'elle tentait en vain de m'expliquer. Je n'avais plus les idées claires. Pire encore, j'abandonnais toute lucidité, mon regard limpide l'accompagnant dans son effondrement.
Ne crois pas ce qu'ils te déclareront, peu importe ce que tu verras ou entendras. Tourne-toi uniquement vers Sad, articula-t-elle lentement, comme si elle souhaitait s'assurer que je retienne et applique ses conseils. Comment tu peux m'imposer ça après tout ce qui se dit? Je sais même pas ce qu'il est, hurlai-je, me saisissant les cheveux et les resserrant toujours plus fort tant la rage faisait écho dans mon crâne. C'est un tueur, un monstre, et toi tu me demandes de me jeter dans la gueule du loup? Il est fou à allier et anéantirait le monde entier s'il le désirait. Il est à craindre plus que la mort, elle-même et Erevan. Mais toi, reprit-elle avec une assurance déstabilisante avant d'ajouter, jamais il ne te fera de mal. Je ne reconnaissais plus ma mère. Elle se permettait d'aborder ce sujet nouveau, comme si le temps s'était arrêté, comme si rien ne nous pressait désormais, comme s'il ne comptait plus, comme si nous étions toutes deux immuables. C'est lorsqu'elle comprit qu'elle arrivait à me calmer et obtenir toute mon attention qu'elle poursuivit. Il est intouchable. Avec lui à tes côtés, personne n'osera te faire de mal. Tu parles comme si tu le connaissais, réussis-je à articuler avec méfiance. Fais-moi confiance, si tu parviens à gagner la sienne, alors il te protégera. Mais tu disais ne pas le connaître, ces gens, tout à l'heure. Sois fière de ton espèce, ne la gâche pas, Erevan, ajouta-t-elle sans même prendre le temps de me répondre. Quelle espèce? Mais de quoi tu parles? Elle délirait, ça n'avait pas de sens. C'est parce que je lui ai demandé aux personnes que personne ne te détruira. Il veillera sur toi, il me le doit, poursuivit-elle, sourde à mon regard. Je ne te comprends pas, maman, tu disais ne pas le connaître, répétai-je dans un souffle, mes pupilles bâillant ses mains, se saisissant des miennes. Tout allait beaucoup trop vite et ne laissait pas la place aux émotions. C'était comme si je ne pouvais pas me permettre de réagir normalement, comme si je ne devais mettre en application ce que le monde attendait de moi. Mais je n'étais qu'une jeune fille. Ma mère me fixa sans répondre. Ses doigts tremblants vinrent passer une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Je la laissai faire car cette douceur me renvoyait à ce que j'avais toujours connu d'elle. Son silence, quant à lui, m'indiquait à quel point il y avait bien d'autres choses la concernant que j'ignorais encore. Bien sûr qu'elle le connaissait, c'était évident. Son attitude tout entière la trahissait. Dès lors, c'était comme si je refermais l'histoire actuelle de ma mère pour en ouvrir une face cachée, plus sombre. C'est comme si je ne la reconnaissais plus. India venait d'adopter un discours qui était le reflet de ce qu'elle avait autrefois revêtu. Elle réveillait les vestiges d'une vie passée, c'était évident, celle que personne n'avait jamais soupçonnée. Le temps retint ses secondes, le monde cessa de tourner. Il se dessinait devant moi, la silhouette d'une parfaite inconnue, dont seuls les traits m'étaient familiers. Je reculai à mesure que son visage se durcissait, figé par l'esquisse abstraite d'une rosace pourpre en touchant lentement le tissu clair de sa robe salonique qu'elle n'enfilait qu'à de rares occasions. Ses yeux traduisaient une douleur violente mais fugitive. Son corps devenait soudain trop lourd pour la porter. Ses genoux touchaient désormais terre. Jamais elle ne cessa de me fixer, comme si elle souhaitait emporter avec elle le dernier souvenir de sa postérité. Je compris qu'on venait de lui tirer dessus. Je laissai échapper un bruit sourd, celui d'un appel à l'aide. Je suppliai le temps de suspendre sa course. J'implorai l'espace de ne pas désagréger nos liens matriarcaux. Mais le silence lourd et pénible me répondit, me laissant seule et désemparée. J'étais en état de choc. Je me mis à suffoquer. Mes yeux s'écarquillèrent. Ils semblaient prendre conscience, eux aussi, de l'ampleur de la situation. Je venais de voir ma mère s'éteindre, et avec elle son histoire. L'histoire d'une Nivine vouée à l'omerta, celle qui venait d'ores et déjà de tracer la mienne. Ce soir, je fêterai ma 18 année en tant que Nivine sur cette terre. On venait de m'allouer le cadeau le plus monstrueux que l'on puisse espérer se voir offrir. C'était désormais seule que je devais apprendre qui j'étais réellement, comprendre l'univers secret qui m'entourait. Pourquoi ma mère avait-elle une confiance aveugle en ce monstre dont tout le monde me parlait? Mon cerveau n'était plus en mesure d'accomplir sa tâche, même la plus simple. Bien au contraire, il y grouillait un fourmillement endiablé et infernal, retraçant inlassablement chaque recoin de cette situation épouvantable. Attendez de le vivre et revoyez vos jugements d'un angle plus divergent. Seule une voix hurlant, inépuisablement, le nom de Sade était le souvenir des dernières résonances avant que je ne percute à mon tour le sol, harassé par le carnage qui m'entourait. Mon regard se troubla jusqu'à en confondre les affres qui me faisaient face. Je perdis connaissance. Étais-je morte, moi aussi ?